Alors, c'est parti. Donc, bienvenue. Je vais partager mon écran juste pour que vous puissiez voir ma petite présentation ici. Alors, bienvenue à l'atelier pour un bon départ. Donc, la semaine passée, j'ai eu l'opportunité de rencontrer près de 120 professeurs contractuels face à face. Pour ceux d'entre vous qui, sûrement, il y en a plusieurs d'entre vous qui ne pouvaient pas vous déplacer, ben, je me suis dit, je vais quand même faire une petite session virtuelle. C'est sûr que c'est quand même assez condensé, mais pour essayer là, de vous donner de l'information pour pouvoir partir sur le bon pied. Donc, juste pour vous parler un petit peu de comment la soirée va se dérouler, parce que, oups, est-ce que tout est beau? Oui, OK. J'ai entendu un micro. Je vais juste vérifier. Ça, c'est la joie du. Je vais juste revérifier, m'assurer qu'il n'y a pas de problème au chat. Oui, OK, tout est beau. Parfait. Donc, on revient à l'écran. Alors, ce soir, on va parler, je vais commencer par vous parler des ressources qui sont disponibles pour vous à la cité, là, qui peuvent vous appuyer, parce qu'un message que vous allez entendre de moi à travers la présentation, c'est le fait que vous n'êtes pas seul. Il y a plusieurs ressources à la cité qui peuvent vous appuyer. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Si vous pouvez juste cliquer le petit micro, ça va le faire. Ensuite, je vais parler du portail. Donc, comment vous orienter avec le portail employé. Et par la suite, pouvoir parler un petit peu pédagogie, un petit peu de En livraison, raison de planification difficultés de cours. techniques, la communication n'a pu être établie. Veuillez appeler de nouveau. C'était un message enregistré. 514-1. We're sorry, because of technical difficulties, we are unable to route your call. Please try your call again. This is a recording. En raison de difficultés techniques, la communication n'a pu être établie. Veuillez appeler de nouveau. C'était un message enregistré. 514. OK, parfait, j'ai trouvé la personne coupable. Alors, je reviens, je repartage. Ça devrait, des fois, là, le premier 5 minutes, ça nous prend tout un peu de temps de s'adapter. Donc, je vais vous parler un peu pédagogie, puis ensuite, à la fin, je vais vous donner une petite orientation ECT. Donc, à tout moment, si vous jugez que vous avez reçu ce que vous êtes venu chercher, vous pouvez vous déconnecter, il n'y a aucun problème. C'est vraiment une session pour vous. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, mon nom est Marie-Nathalie Moreau. Moi, je suis coordonnatrice en gestion des talents à la Cité. Donc, je travaille aux ressources humaines, au secteur des ressources humaines. Mais j'ai été, comme vous, professeur contractuel il y a longtemps. Alors, de 96 à 2000, j'ai été professeur contractuel à l'École des sciences humaines et sociales. Et ensuite, j'ai été professeur à temps plein. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir enseigner à temps plein à la Cité pendant 16 ans. Et là, ça fait 2 ans à peu près que j'accompagne les membres du personnel dans tout ce qui est apprentissage professionnel et aussi le cheminement professionnel là, des divers membres d'employés, que ce soit scolaire, soutien ou administratif. Alors, vous allez voir des fois mon nom circuler parce que j'envoie plusieurs communications, puis je suis un peu le point central. Je suis une personne ressource pour vous. Donc, à n'importe quel moment, n'hésitez pas à me contacter. Et là, je vais juste vous montrer. Donc ici, l'objectif, comme je vous ai dit, de la soirée, identifier vos ressources d'appui. On va parler du portail, la planification et livraison de cours, un peu survie 101, surtout si c'est la première fois que vous enseignez. ECT, courriel, carnet de notes, contenu, on va parler un peu de savoir aussi. Mais comme je vous dis, c'est souvent pour un bon départ, je le donne en 4 heures. Donc, c'est vraiment une version condensée. Alors, pour commencer, j'ai mis cette image-là parce que, puis je l'utilise depuis des années et des années, parce que moi, je me sentais un peu comme ça. Alors, je vais commencer par vous féliciter. Vous êtes tous des spécialistes de votre domaine. C'est sûrement parce que vous êtes bons, parce que vous aimez votre métier, que vous avez décidé d'enseigner aux gens qui vont possiblement faire la même job que vous, ou peut-être que vous avez un amour du français ou de l'anglais et vous comprenez l'importance des langues
dans le domaine, sur le marché du travail, vous avez décidé de passer votre passion un peu. C'est pas évident de bien maîtriser une job, de savoir ce qu'on fait à tous les jours et là de dire, bon, mais moi, je vais essayer quelque chose de nouveau. Donc, il y en a peut-être dans vous autres, vous avez décidé d'enseigner à l'automne, vous avez peut-être décidé au mois de mai, au mois de juin. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez signé votre contrat ce matin. Je vous félicite parce que c'est pas évident de sortir de votre zone de confort et de prendre des risques. Et c'est un peu ce que vous faites présentement, c'est d'essayer quelque chose de nouveau. Fait qu'encore une fois, c'est important que vous sachiez que vous n'êtes pas tout seul. L'autre chose, c'est que s'il y en a d'entre vous que c'est la première fois que vous enseignez au niveau collégial, à la cité collégiale, à la cité, c'est-à-dire on n'a plus le collégial, il se peut que vous ayez une session un peu montagne russe, c'est-à-dire vous êtes en train de préparer votre matériel, vos examens, en même temps que vous avez une job à temps plein. Parfois, vous avez l'impression que vous êtes seulement comme un pas en avant des étudiants et c'est totalement normal. La première fois qu'on enseigne, qu'on bâtit nos cours, on est souvent un peu essoufflé. On a l'impression qu'on manque de temps. Des fois, on a l'impression qu'on a peut-être manqué de préparation. Mais donnez-vous une chance. Moi, souvent, ce que je dis à des professeurs, que ce soit des professeurs contractuels ou des professeurs à temps plein, c'est penser à comment vous aimeriez que votre cours soit dans 3 ans. Et chaque petit pas que vous faites vers ça, va vous amener un petit peu plus près de ce que vous aimeriez comme idéal dans votre cours. Donc, je vous applaudis. Puis si vous avez une session un peu rocambolesque, je vous invite à essayer à nouveau, c'est-à-dire de revenir à la cité, de revenir enseigner, parce qu'une deuxième fois, c'est complètement différent. Puis ceux qui sont présentement connectés, que c'est pas leur première session, sûrement ils vont être d'accord avec moi. Une deuxième fois, une troisième fois qu'on enseigne le même cours, là, on a vraiment l'impression qu'on s'amuse en salle de classe puis qu'on maîtrise bien notre cours. Donc, vous n'êtes pas seul. Il y en a d'entre vous que vous reconnaissez sûrement Innovacité parce que vous êtes venus faire votre carte, possiblement parce que vous êtes venus déjà là, essayer de vous orienter au niveau de cité. Alors, dans les personnes qui vous entourent, vous avez votre secteur, donc les responsables de secteur qui vous ont accompagné là, par rapport à vous donner l'information pour les modules en ligne que vous devez faire, pour aussi les contrats, signature des contrats, accès et tout ça, votre horaire, vos locaux. Alors, les responsables de secteur, que ce soit Suzanne, Anne-Marie, Diane, Gabrielle, Geneviève Isabelle, et là, j'en oublie sûrement, Louise qui est à Orléans. Ce sont des personnes ressources là, pour tout ce qui est admin. Coordonnateur de programme, c'est vos personnes ressources aussi par rapport à le programme. Donc, vous enseignez peut-être un cours, peut-être 2 cours qui s'insèrent à l'intérieur d'un tout. Le coordonnateur de programme, c'est une ressource hyper importante pour vous. Vous allez voir, là, on va en parler un petit peu, mais à aucun moment vous êtes obligé de prendre des décisions seul, sans consultation. Vous avez tout le temps le coordonnateur là, qui peut vous appuyer. Si vous ne connaissez pas le nom du coordonnateur du programme dans lequel vous enseignez, je vous encourage fortement à contacter votre responsable de secteur qui va pouvoir vous donner de l'information à ce sujet. Et Innovacité. Donc, les photos que vous voyez, c'est un centre. C'est en fait nous, on l'appelle un peu un acte d'accueil. C'est un endroit où vous pouvez venir travailler, vous pouvez venir luncher. Si vous arrivez 20 minutes avant votre cours puis vous voulez venir vous asseoir, vous venez à Innovacité. On a du café, on a du chocolat, on a des amandes ou une petite protéine quelconque. Et c'est un endroit qui est quand même assez dynamique. Il y a souvent des gens autour. On a des portables aussi que vous pouvez utiliser. Et il y a tout le temps une personne ressource. Minimum d'une personne ressource de 9h le matin à 19h, les lundis au jeudi, et le vendredi de 9h à 4h. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de mémoriser cette information-là. Je vais vous montrer le site tantôt qui est très facile d'accès à travers le portail. Donc, nous, le but d'Innovacité, c'est de faire en sorte de pouvoir à la fois vous donner un endroit agréable où travailler et aussi pouvoir répondre à vos besoins, que ce soit technologique, que ce soit pour citer,
Mais ça peut être aussi au niveau de la pédagogie. Vous avez besoin d'idées, vous avez un travail d'équipe, par exemple, que vous devez évaluer, puis vous manquez d'idées, ou peut-être que vous n'avez jamais enseigné. Puis en fait, la plupart des professeurs, que ce soit à temps plein ou contractuel, n'ont pas de formation en éducation. Moi, c'était mon cas. Je n'ai pas de formation en éducation, en pédagogie, en andragogie. J'ai appris sur le tas, comme on dit. Fait que la plupart des professeurs sont exactement comme vous. Alors, à Innovacité, vous allez retrouver aussi des professeurs accompagnateurs. Donc, ces professeurs accompagnateurs-là sont là aussi pour répondre à vos questions, pour vous guider. Il y a aussi les conseillers en ressources humaines qui sont là du lundi au jeudi, en matinée, qui peuvent aussi répondre à vos questions. Puis, on a des techniciens qui sont aussi présents. Donc, on a vraiment une panoplie de personnes là, qui peuvent vous accompagner. Vous voyez à l'écran ici le local, notre site web et aussi notre poste. En primaire, cette année, en fait, on essaie pour la première fois, puis ça fonctionne très, très bien. Je vais vous le montrer quand on va rentrer sur innovacité.com. On a un clavardage. Donc, disons que vous êtes chez vous, vous êtes au travail, vous avez une question rapide, vous pouvez la poser au clavardage. Et c'est souvent Philippe, notre technicien en technologie éducative, qui va vous répondre. Alors, il y a le clavardage et aussi tous les mardis soirs de 7h30 à 9h30, quand vous rentrez sur le site innovacité.com, il y a un professeur qui est là pour répondre à vos questions et vous accompagner. Que ce soit, comme je vous dis, citer, que ce soit avoir des idées d'activités. C'est une professeure qui enseigne à la Cité depuis l'ouverture de la Cité, en fait. Donc, elle peut vous accompagner. Donc là, je vais vérifier, en fait, vérifier s'il y a des questions. Oui, c'est ça, je pense que Kim, vous essayez de vous connecter, je pense, par téléphone. Bon, ben parfait. Fait qu'on va continuer. OK, on va commencer par le commencement. Puis là, il y a peut-être des choses que vous savez déjà. Fait que je vais vous donner cette information-là. Puis après ça, on va se promener un petit peu dans le portail. Donc, accès au système. Bon, là, moi, les gens rient de moi, mais en fait, je pense que les gens commencent à partager mon opinion. À la Cité, on a des lutins technologiques qui viennent brouiller nos accès, qui viennent jouer dans nos plateformes numériques, qui fait que parfois, les choses ne fonctionnent pas et ne fonctionnent pas comme ils devraient. Puis c'est peut-être le cas d'entre vous. Peut-être que présentement, là, vous avez signé votre contrat, ça fait quelques jours, peut-être ça fait une semaine, vous n'avez toujours pas vos cours dans la cité. Parfois, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer puis je vais vous montrer où vous pouvez envoyer là, une petite note pour contacter les ressources informatiques. C'est sûr que nous, à Innovacité, on peut vous appuyer pour voir quelle est la source du problème. Nous, on ne peut pas donner aucun accès, par contre. Tous les accès à des cours est vraiment lié à des contrats et à ce qu'on appelle le système SCORPA, qui est notre système administratif. Pour rentrer, une fois qu'on vous a envoyé votre nom d'utilisateur, qui d'habitude est le prénom, la première lettre de votre prénom, les 5 premières lettres de votre nom de famille, mais parfois, ça change, là, parce que ça dépend de votre nom. Si votre nom, c'est Michel Tremblay, ça se peut très bien qu'il y ait plus qu'une lettre du prénom. Donc, on va vous avoir envoyé votre nom d'utilisateur et le mot de passe temporaire, c'est... là, j'ai mis le nom d'utilisateur, mais c'est pas ça. Le nom d'utilisateur, c'est vraiment le prénom et les 5 premières lettres du nom de famille. Mais votre mot de passe, c'est année, mois et jour. 2 chiffres. Donc, année, 4 chiffres. Mois, 2 chiffres, jour, 2 chiffres. Et là, moi, je vous suggère fortement, puis je vais vous montrer où, de le changer la prochaine fois que vous rentrez dans le portail. Parce qu'à un moment donné, vous aurez plus accès. Puis j'aimerais ça vous dire que ça va être après une semaine, 2 semaines, 3 mois, mais ça se passe spontanément. Moi, je blâme encore les lutins. Alors, moi, je vous suggère de les changer tout de suite. Il faut garder en tête que votre mot de passe va changer à chaque 3 mois. Donc, des fois, quand on pense à un nouveau mot de passe, je sais qu'il y a beaucoup de personnes à la cité qui ont un mot de passe, puis à la fin, ils mettent A ou ils mettent 1.
Puis ensuite, quand il change à 2, juste parce que à un moment donné, ça devient très difficile de gérer là, tous les mots de passe. Le portail, alors je vais vous montrer le portail. Le chat, c'est beau. On va partager. Et là, on est dans le portail. Donc, quand vous rentrez sur le site, puis en fait, je vais vous montrer ici, je vais vous montrer à travers Safari. Donc, quand vous rentrez sur le site de la Cité collégiale, de la Cité, vous allez arriver à cette page-là. Vous voyez, on ne voit pas le portail. Si jamais c'est fermé, vous cliquez plus. Et là, vous allez voir portail. OK? Sinon, vous cliquez directement le portail. Quand vous cliquez portail, vous allez arriver à cette page d'identification. Alors, est très important de comprendre aussi qu'on a, en anglais, ça s'appelle single sign-on, c'est-à-dire qu'on s'identifie une fois, puis ensuite, on a accès à tous nos outils de travail. Ici, vous allez mettre votre nom d'utilisateur, votre mot de passe temporaire, là, puis ici, vous allez cliquer sur changer votre mot de passe. Une fois que vous cliquez sur changer votre mot de passe, ça va vous demander un nouveau mot de passe. Ensuite, vous allez tout fermer et rentrer à nouveau avec votre nouveau mot de passe. Donc, ça, c'est la façon de changer votre mot de passe. Alors, moi, je vous suggère de toujours passer par le portail. Peut-être que quelqu'un va vous donner une adresse pour les courriels Outlook ou une adresse, on appelle ça des adresses de porte d'en arrière pour rentrer dans la cité. Le problème avec ça, c'est des fois, il pourrait avoir des fonctionnalités qui ne fonctionnent pas bien. Donc, c'est bien, bien important de toujours rentrer par le portail. Fait qu'une fois que vous êtes identifié, se connecter, vous arrivez à la page ici. Et là, vous avez accès à tous vos outils. Fait que là, je vais vous donner une petite visite guidée. Premièrement, vous avez ici votre calendrier. C'est important de comprendre qu'il ne parle pas au calendrier Outlook, puis je vais vous parler d'Outlook de la cité tantôt. Donc, si vous avez envoyé un rendez-vous avec le courriel Outlook, il n'apparaîtra pas ici. Mais ce que vous allez voir ici, c'est votre horaire. Moi, j'en ai pas mais vous devriez retrouver votre horaire avec votre local. Vous retrouvez aussi, là, si je vais à vendredi, jour de paye. Donc, quelle est la journée de paye? Il y a aussi de l'information par rapport à le calendrier scolaire, les dates limites, les échéances et tout ça. Donc, et si vous cliquez ici, vue complète, ben là, vous allez voir en fait sur semaine, mois, jour, vous pouvez le naviguer comme vous voulez. Je vais juste revenir à l'accueil. Fait que ça, c'est pour le calendrier. Autre chose intéressante ici, vous avez le plan annuel qui est intéressant parce que c'est notre plan stratégique. Donc, on a des stratégies. En fait, on a 12 stratégies 2018-2023. Et dans la prochaine année, on a, fait que si je clique ici, on a certains projets. On a des piliers, on a des projets. Fait que je vous invite, vous allez entendre certains mots, certains vocabulaires que peut-être que vous allez retrouver ici. Comme par exemple, lancement du nouveau pavillon immersif de la Cité. Ben, c'est demain, vendredi en fait, qu'on a le lancement, mais vous avez sûrement remarqué qu'il y a une nouvelle construction. Alors, ça, c'est des exemples de choses que vous allez retrouver dans le plan annuel. Transformation 2020, c'est de l'information. Là aussi, vous allez peut-être entendre parler du profil du diplômé, ici du virage. Donc, quand vous cliquez dessus, vous allez avoir de l'information additionnelle, questions et réponses. Fait que si vous dites, ah, j'ai entendu parler du virage, c'est quoi ça, tout ça, il y a des petites capsules vidéo qui peuvent vous donner de l'information additionnelle. Je retourne. Directive administrative, hyper important. Fait que tout de suite dans le portail, vous avez les directives qui sont pertinentes pour vous. Fait que j'attire votre attention vers certaines directives. Ici, désolée, j'ai pris une petite gorgée. Alors ici, vous allez retrouver le code d'éthique au travail, violence au collège, respect de la personne,
santé et sécurité au travail, la politique d'agression et violence sexuelle. Donc ça, ce sont des directives administratives hyper importantes. Des fois, on peut se retrouver devant une situation qu'on n'est pas trop sûr qu'est-ce qu'on devrait faire. Aller vérifier les directives. Souvent, on retrouve une directive là, directement liée à ça. Comme Code d'éthique au travail, en fait, vous donne tout ce qui est au niveau confidentialité, le potentiel de conflit d'intérêts, tout ça, vous trouvez ça. Vous avez les directives pédagogiques aussi de l'étudiant. Donc, disons qu'un étudiant manque un examen, et là, vous dites, OK, quelle est la directive? Il doit avoir une directive à quelque part. Est-ce qu'il a besoin de m'amener un billet du médecin? Tout ça, vous allez retrouver ces informations-là à travers la directive pédagogique de l'étudiant. Fait que vous allez retrouver plusieurs directives ici. Puis parfois, ben, ce sont des directives qu'on va accéder une fois qu'on pose la question puis qu'on est face à une situation. Guide des programmes, une autre source hyper intéressante. Quand vous cliquez sur Guide de programme, vous allez retrouver tous les programmes offerts à la Cité au post-secondaire. Donc, que ce soit des certificats, que ce soit des diplômes ou des diplômes avancés. Donc, par exemple, disons que vous enseignez dans le programme Relations publiques. Et là, vous cliquez. Relations publiques. En fait, je n'ai pas choisi un bon parce que celui-là, il est offert à Toronto de façon un peu spéciale au niveau de livraison. Disons, je fais gestion culinaire. Alors, je vais dans gestion culinaire et là, je vais avoir de l'information. Ça indique qui est le directeur du secteur, mais ça donne vos résultats d'apprentissage de programme. Ça, c'est quand même assez important. Votre cours s'insère, comme je vous ai dit tantôt, à l'intérieur d'un programme. Les résultats d'apprentissage de programme, ce sont en fait les résultats qui disent, c'est ce qu'on dit à l'étudiant qu'il va pouvoir faire une fois qu'il a fini son diplôme. Là, vous allez entendre parler de programmes qui ont passé à travers le virage. Le virage, c'est en fait notre nouveau modèle pédagogique à la Cité où on ne parle plus des résultats d'apprentissage de programme, mais on parle de compétences. Donc, ça se peut que vous cliquez sur votre programme, votre guide de programme, puis que vous retrouvez des compétences et non des résultats d'apprentissage. La différence, c'est vraiment avoir une approche plus par compétence versus une approche plus par objectif. Alors, mais ça va vous donner quand même de la bonne information là, par rapport au programme. Ici, je vous ai dit que vous allez retrouver dès sur le portail employé, en fait, le lien vers Innovacité. Fait qu'on va cliquer dessus, puis je vais pouvoir vous montrer le site Innovacité. Alors, quand vous rentrez sur Innovacité, vous retrouvez nos coordonnées, donc comment nous contacter. Vous allez retrouver aussi l'horaire des professeurs, puis le secteur dans lequel la personne est rattachée. Si vous cliquez ici, vous allez aussi voir leur expertise, parce que chaque professeur a quand même développé certaines expertises en lien avec la pédagogie et l'andragogie. Ici, Joanne, vous allez remarquer ici que Joanne est disponible 19h30 à 21h30 de façon virtuelle. Et la façon de la rejoindre elle ou n'importe qui durant la journée à travers le clavardage, c'est ici. Là, vous voyez, c'est hors connexion parce qu'Innovacité est fermée. Mais si c'était connecté, vous verriez un petit bonjour, vous cliquez dessus puis vous rentrez votre question. C'est aussi simple que ça. Ça vous donne aussi la liste des autres personnes que vous pouvez retrouver à Innovacité. Ici, vous avez aussi, par exemple, ici, ressources, documents pour enseignants A 2018. Donc, l'enregistrement de ce soir va en fait se retrouver sous webinaire. Donc là, présentement, sous webinaire, vous avez différentes ressources. Et ici, je crois que ça, c'est la nouvelle. Et moi, ça, c'est le webinaire que j'ai donné à l'hiver. Donc, je vais le laisser là parce que peut-être qu'il y a des informations qui sont présentées là, qui ne sont pas présentées ce soir. Mais c'est là que vous allez retrouver l'enregistrement du webinaire de ce soir. Aide, quand vous cliquez Aide, là, vous allez avoir des capsules d'aide en lien avec Cité. Donc, disons que, puis là, tantôt, quand on va rentrer dans le Cité, je vais vous le rappeler, ça, mais disons que vous dites, « Ah, je me souviens plus comment communiquer avec mes étudiants. » Si vous cliquez ici, vous allez vous retrouver à avoir différentes capsules que vous pouvez visionner
pour, en fait, vous accompagner à utiliser Cité. Ça, c'est parce qu'on n'est pas toujours disponible et aussi parce que ça permet, là, je vais essayer de retourner dans le... Voilà. Et ça permet aussi, vous, de pouvoir, ceux d'entre vous qui préférez l'auto-apprentissage, bien, vous avez des ressources là, pour. L'autre chose hyper importante ici, applications, quand vous cliquez les applications, là, vous allez retrouver toutes les applications qui sont potentiellement utiles pour votre travail. Pourquoi je vous dis potentiellement? C'est parce qu'il y a peut-être des applications ici que vous n'utiliserez pas. Comme par exemple Salesforce, c'est surtout le bureau du registraire et recrutement qui utilise Salesforce. Donc, les personnes qui n'ont pas à l'utiliser n'auront pas accès, même s'ils cliquent dessus. Comme je vous ai dit, on a le système Scorpa, qui est plus le système admin. Donc, si vous cliquez sur Dossier employé, vous allez cliquer Employé. Et là, vous allez retrouver une page qui ressemble à ceci. Si vous voulez changer votre numéro de téléphone, votre adresse, ça, vous pouvez le faire seul, par vous-même. Vous cliquez ici, Données personnelles, et là, vous allez pouvoir faire les changements. Vous allez retrouver vos bordereaux de paye aussi ici. Ici, cette tuile-là, vous ne la verrez pas. Ça, c'est vraiment seulement pour les temps pleins. Mais c'est ici que vous accédez vos contrats. Bien important au niveau des contrats, là, s'il y en a d'entre vous qui n'ont pas signé le contrat encore, là, et ça, c'est pas évident. Quand vous cliquez mes contrats, là, moi, j'en ai pas de contrat. Et là, ça arrive souvent qu'on clique ici puis qu'on dit ah ben j'en ai pas. Mais en fait, il faut cliquer rechercher. Donc, même s'il n'y a rien, on clique rechercher. Moi, j'ai aucune valeur trouvée parce qu'il n'y en a pas de contrat. Mais vous, quand vous allez cliquer rechercher, vous allez les voir, vos contrats. Donc, c'est comme un clic additionnel qui est vraiment pas nécessaire. Pas trop sûr pourquoi c'est fait comme ça, mais c'est ça. Outlook. Vous avez accès à un courriel corporatif. Donc, c'est le courriel qu'on va utiliser pour communiquer avec vous, par exemple, les affichages. Moi, j'ai pas votre courriel personnel. Donc, s'il y a des opportunités d'apprentissage professionnel ou je veux communiquer de l'information, je communique avec votre adresse Outlook. Votre adresse Outlook, c'est votre nom d'utilisateur, A commercial, lacitec.on.ca. Donc, quand vous cliquez sur Outlook, c'est vraiment au niveau corporatif. Il y en a qui vont demander s'ils peuvent, comment on fait pour faire suivre les courriels Outlook à votre courriel personnel. Je ne l'avise pas. On reçoit un nombre quand même assez important de courriels à la Cité. Vous allez comme juste envahir votre courriel personnel. Moi, je vous suggère vraiment, une fois par semaine, prenez l'habitude de rentrer dans le portail, cliquez sur Outlook, allez voir vos courriels. À aucun moment, vous utilisez, puis là, je vais en reparler à la fin quand on va parler de Cité, mais ça vaut la peine de dire 2 fois. On n'utilise jamais notre adresse Outlook pour communiquer avec les étudiants et certainement pas votre courriel, ni du travail, ni votre courriel personnel. C'est une consigne quand même assez importante à la Cité. On communique avec les étudiants seulement à travers Cité. Je vais vous montrer ça tantôt, mais seulement à travers Cité. Parce que Cité garde des traces des courriels. Souvent, quand ça va bien avec un étudiant, c'est beau, on peut avoir des leaders en classe, on veut partager peut-être de l'information additionnelle, tout ça. Mais à partir du moment que l'étudiant vit des difficultés ou des défis, puis décide de soit envoyer un courriel qui n'est pas approprié ou de vous accuser de quelque chose, c'est important d'avoir passé à travers les outils plus corporatifs. Donc, ça, c'est hyper important. Vous avez accès à Google Drive et OneDrive. Vous avez un compte, votre compte Google Drive, en fait, c'est votre compte lacitec.on.ca. Donc, ce sont des endroits nuagiques. Maintenant, c'est important de savoir qu'une fois que vous avez fini votre contrat à la Cité, à moins d'en avoir un tout de suite après, vos accès sont coupés. Alors, il faut faire attention qu'est-ce qu'on met parce que vous ne pourrez plus y avoir accès jusqu'à temps que vous ayez un autre contrat. À partir du moment qu'on a un autre contrat, vous avez accès à toutes vos choses. Vos choses ne disparaissent pas. Et la raison pourquoi les accès sont coupés, c'est une loi en Ontario. C'est vraiment pas une décision de la Cité là, de faire en sorte que les gens n'aient plus accès. C'est une loi sur l'accès à l'information et les sécurités de l'information qui fait en sorte qu'il faut couper les accès une fois que la personne n'est plus employée
d'un milieu de travail. Je vais juste aller voir, m'assurer qu'il n'y a pas de questions. C'est bon. On continue. C'est beaucoup d'informations, mais c'est souvent de l'information des fois qu'on peut chercher longtemps là, avant d'avoir réponse. Alors, fait que là, il y a ces deux choses-là. Là, vous allez voir autre chose encore là qui sont plus ou moins pertinents là, en tant que rôle de professeur. SOSPC, si on clique là-dessus, là, moi, c'est pas exactement ça que vous allez voir, je vais juste vous montrer la vue que vous allez voir. C'est ce que vous allez voir. Fait qu'on envoie un SOSPC si on a justement, donc vous apercevez que vous n'avez pas vos cours. Vous avez signé votre contrat, vous avez fait vos modules en ligne, vous rentrez dans un site comme je vais vous montrer de rentrer tantôt et vous ne voyez toujours pas votre cours. Vous cliquez sur envoyer une demande, vous cliquez sur demande accès à mon cours dans un site et là vous indiquez les informations. Et là, eux vont faire un suivi. Je sais que présentement, il y a des difficultés par rapport là, à la connexion entre Corpa et Cité. Je sais que tout le secteur des technologies à l'information, c'est en train d'essayer de le régler. Puis c'est pas tout le monde, ça affecte pas tout le monde. Fait qu'hésitez pas d'envoyer un SOSPC. SOSPC aussi, s'il y a un problème avec un ordi dans la salle de classe. Par contre, en salle de classe, si c'est une urgence, toutes les salles de classe sont équipées avec un téléphone. Fait que vous pouvez prendre le téléphone et là, vous allez avoir des choix. Choix numéro 1, c'est la sécurité. Donc, en cas d'urgence. Choix numéro 2, c'est les ressources informatiques. Donc, advenant que vous ne pouvez pas rentrer dans l'ordi, il y a un problème quelconque, vous pouvez appeler les ressources informatiques. Puis moi, je vous dirais là qu'en dans 10-15 minutes, ils se présentent dans la salle de classe. Alors, c'est une bonne façon là, de régler un problème. Mais des fois, on n'appelle pas tout de suite, puis on trouve un plan B, mais c'est important de le dire à quelqu'un. Fait que soit envoyer un SOSPC ou dire à quelqu'un dans votre secteur qu'il y a eu un problème avec les ordis, parce que sinon, la prochaine personne va vivre la même chose que vous. Et potentiellement, vous, la semaine d'après, parce que ça n'a pas été réglé. Interal, c'est tout ce qui est en lien avec les ressources physiques. Donc, je ne rentrerai pas parce que c'est un système qui est quand même lent, mais disons que vous avez vu qu'il y a de l'eau à terre à quelque part ou qu'il y a une lumière de brûlée, vous pouvez faire une demande à travers Interal. À travers Interal aussi, vous pouvez faire une demande aussi pour avoir accès. Fait que disons que vous avez réservé un local pour rencontrer des étudiants et vous voulez vous assurer que votre carte va ouvrir le local. Ben, vous pouvez faire une demande d'accès à travers Interal. Ça me fait penser que vos cartes, vous pouvez venir à Innovacité, puis on va produire votre carte sur place. Amenez votre numéro d'employé, hyper important, beaucoup plus facile pour nous. Puis en dedans de 5 minutes, là, on fait votre carte. C'est important d'avoir la carte parce que c'est la carte qui va souvent vous donner accès à vos locaux, vos salles de classe. Si vous avez la chance de visiter votre salle de classe avant votre cours, faites-le. Peut-être tester votre carte. Les responsables de secteur, supposément, ont fait les demandes là, au niveau des locaux, mais parfois, il y a des changements de locaux, il y a des oublis, donc c'est important de vérifier. Si jamais vous arrivez le matin même de votre cours et vous n'avez pas accès, soit la porte est débarrée, elle est barrée, puis ça, la sécurité est supposée de débarrer toutes les portes qui ont des cours à ce moment-là, mais si c'est barré ou vous n'avez pas accès avec votre carte, dans le fond de chaque département, chaque secteur, il y a un intercom. Vous allez voir un gros bouton bleu. Ça, c'est pour urgence seulement. On ne pèse pas dessus là, à moins là, de vouloir que l'alarme parte puis que la sécurité arrive vite. Mais il y a un petit intercom puis un petit bouton noir. Vous pesez là-dessus et ça va vous connecter avec la sécurité. Et là, vous pouvez mentionner le local dans lequel vous êtes puis le fait que vous êtes embarré. C'est pour ça aussi que c'est important d'avoir votre carte. Des fois, on se dit, je suis professeur contractuel, pas vraiment besoin de carte, je la ferai faire quand j'aurai 2 minutes. Bien, prenez 2 minutes parce que la sécurité peut vous demander à n'importe quel moment de vous identifier. Donc, c'est quand même assez important. N-Campus, c'est pour réserver un local. Donc, disons que, puis ça, moi, en fait, quand je vous présente le portail, c'est pour faire en sorte que vous soyez le plus autonome possible. Donc, ici, ça va vous permettre là, de soit trouver une salle ou faire une demande d'une salle spécifique
pour une raison ou une autre, disons que vous avez besoin d'un local, vous pouvez vous-même faire une demande. Important de savoir que quand vous faites une demande pour un local, ça ne parle pas nécessairement à l'accès. Fait qu'aussitôt qu'on a accès à un local, une réservation de locaux qu'on appelle, il faut aussi faire une demande d'accès. Après, équipement multimédia. Donc ici, vous pouvez faire une demande pour réserver. Et là, ça vous redemande de vous identifier. C'est même ça. Et Web Checkout. Là, quand vous cliquez Web Checkout, ça vous donne accès à les différentes choses que vous pouvez sortir. Puis là, vous voyez, je ne suis même pas sûre, mais là, ça se peut que j'aille des accès. Bon, désolé, pas trop sûr. Mais techniquement, c'est là que vous faites des demandes là, si vous avez besoin de iPad, un portable, pour un cours, si vous avez besoin de quelque chose qui est multimédia. La première fois que vous réservez, vous devez vous présenter en personne parce que vous devez signer un formulaire. Là, je vais juste... OK. Ajouter, je peux faire une demande, je peux trouver. Pas tout le temps très, très convivial, mais ici, vous avez le guide, je pense, de l'utilisateur que vous pouvez cliquer. Mais c'est une bonne façon de réserver du matériel multimédia. Maintenant, chaque classe est équipée avec ordi et projecteur. Fait que ça devrait être pas un problème. Et vous n'êtes pas obligé de vous identifier. C'est-à-dire que si votre cours est sur une clé USB, vous rentrez en salle de classe, vous mettez votre clé USB. Fait que c'est fonctionnel, là, clé en main, les ordi. Dernière petite chose, je vais vous montrer sur le portail ici, c'est lynda.com. Vous avez accès à c'est comme des clips, des capsules vidéo, des petites formations que vous pouvez utiliser pour vous, mais que vous pouvez aussi utiliser avec vos étudiants. Donc, disons que vous enseignez un cours de comptabilité, puis vous aimeriez trouver un petit clip sur un logiciel quelconque en comptabilité. Ben là, vous pouvez faire une petite recherche et vous pourriez, par exemple, mettre le lien dans un site. Donc, c'est autant des ressources pour vous en auto-apprentissage que des ressources pour les étudiants. Donc, par exemple, ici, disons, vous enseignez un programme, un cours en gestion de projet ou en événementiel, ben vous pourriez dire, ben, j'aimerais ça, moi, que mes étudiants, là, si vous cliquez là-dessus, que mes étudiants visionnent cette petite formation-là avant de venir en classe. Donc, c'est une bonne façon, en fait, de tester un petit peu la classe inversée, c'est-à-dire regarder la théorie ou un peu plus au niveau connaissance, puis une fois qu'ils arrivent en salle de classe, ils sont prêts à le mettre en application, faire des activités. Dernière chose ici que je vais vous montrer sur le portail, c'est au niveau des secteurs. Quand vous cliquez de secteur, on clique ressources humaines et culture organisationnelle ici. Et là, vous allez ici, équipe RH&O, si vous cliquez ici, vous allez retrouver tous les membres des ressources humaines. Moi aussi, je suis là. Je vais en naviguer, mais je suis ici. Donc, si vous me cherchez, vous avez aussi les différentes conseillères. Si vous avez des questions par rapport à votre paye, les personnes sont Anne-Marie Peterson-Smalling et Roxane, qui n'est pas là. Ah, elle n'a pas été amenée un jour. Mais il y a une autre personne là, qui est une personne contact. Erika Lamoureux, c'est la coordonnatrice en respect de la personne. Donc, elle est là. Elle est en fait payée à la fois par l'ASSO et les ressources humaines. Et elle est là pour toute plainte, que ce soit une plainte de la part d'un étudiant ou d'un membre du personnel. Mais elle est là aussi pour vous conseiller. Donc, disons que vous vivez une situation et que vous n'êtes pas trop sûr comment réagir. Erika, c'est une bonne personne à contacter juste pour en discuter. Restez pas tout seul avec ça. Et Erika, naturellement, vous pouvez lui écrire directement, mais la meilleure façon, c'est d'écrire à respect, donc le mot respect, A commercial,
l'aspect.on.ca et vous allez avoir accès à la coordonnatrice en respect de la personne. Autre chose que vous allez peut-être trouver intéressante ici, vous avez, si on rentre ici, rémunération et avantages sociaux. Donc, vous allez trouver, par exemple, le calendrier de paye. Disons que vous n'avez pas encore rempli le formulaire pour le dépôt direct, vous cliquez là-dessus. Vous prenez une photo d'un chèque et vous envoyez tout ça. L'autre chose, c'est que si vous travaillez au Québec, c'est-à-dire vous restez au Québec et vous voulez faire retenir un montant additionnel là, pour pas se faire prendre lors des impôts, vous pouvez aussi, ici c'est déclaration des crédits d'impôt, vous pouvez cliquer là-dessus puis voir le formulaire, pouvoir le remplir et vous l'amener ensuite aux ressources humaines. Ressources humaines, le local c'est le C2020. Puis là, ben, je vous laisse un peu vous promener. Vous allez voir plusieurs informations ici. Et quand on clique les secteurs, vous avez aussi les technologies de l'information, ressources physiques et ressources financières. Donc ça, c'est pas mal une petite orientation du portail, mais vous devriez là, pouvoir trouver en fait tous les outils que vous avez besoin. Donc, je vais retourner voir s'il y a des questions. Oh, bon. Soit que vous êtes complètement perdu, je vous ai perdu, ou il n'y a pas de questions. Donc, on va revenir. Oups. Oh. OK, c'est bon, merci, Joël. Bah, oh, OK, c'est ça. Et je vais aller. Oups. Là, une petite partie un petit peu plus sur l'enseignement. Donc, comment en fait s'orienter? C'est pas évident. C'est pas évident, de savoir un peu comment organiser nos cours. On sait que on veut que les étudiants intègrent la matière, mais comment on peut faire pour qu'ils intègrent la matière? L'autre chose, c'est au niveau du temps. Vous allez voir que c'est pas évident le temps, la conception de temps. Donc, vous allez peut-être préparer beaucoup de contenu parce que vous allez avoir peur de manquer de contenu, puis finalement, vous allez en passer un tiers en 3 heures. Mais ça vient avec l'expérience. Plus vous allez enseigner, puis aussi, ça dépend de votre groupe d'étudiants. Il y a des groupes d'étudiants que ça roule plus facilement qu'avec d'autres ou à cause des dynamiques ou même leur style d'apprentissage. Donc ça, c'est totalement normal aussi de tranquillement, pas vite, là, un petit peu se familiariser avec la notion de temps. Fait que là, ici, il y a différents sujets que je veux aborder avec vous. Premièrement, c'est que nous, on a souvent tendance à enseigner comme on nous a enseigné. Fait que moi, c'est sûr que moi, ça fait très longtemps que j'ai été à l'école, mais ça fait pas si longtemps que ça que, puis je pense que c'est encore pas mal comme ça à l'université, entre autres, où on a l'expert en avant qui livre du contenu. Donc, qui va donner de l'information, on prend en note, on fait un examen pour démontrer qu'on a bien mémorisé le matériel. Avec l'intégration du modèle de compétences, on est en train de faire un peu un chiffre entre enseigner du contenu puis en fait enseigner à des étudiants. On sait que les étudiants maintenant, de n'importe quel âge, là, puis dans n'importe quel programme, ont accès à beaucoup d'informations. Dans le temps, Internet n'existait pas. Donc, quand le professeur arrivait, souvent, il y avait un livre, puis là, il se fiait au livre, mais à part le livre, puis ce que le professeur disait, ben ça, c'était pas mal toutes les connaissances sur le sujet auquel on avait accès. Moi, je peux vous garantir qu'à partir du moment que vous avez fini de préparer votre PowerPoint, par exemple, probablement qu'il y a de l'information qui est encore plus récente sur Internet que l'étudiant a accès. Donc, il faut faire attention de ne pas trop enseigner du contenu, mais plutôt enseigner
en lien avec ce qu'on veut que l'étudiant retienne, ce qu'on veut qu'il intègre au niveau compétences. Puis ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, ça. Fait que, par exemple, moi, j'ai enseigné pendant plusieurs années dans le programme Réadaptation et Justice pénale. Donc, préparer les étudiants à travailler soit dans des prisons ou avec des jeunes en centre de détention. Et souvent, je me posais la question, c'est quoi les 3 choses que je veux qu'à la fin de la session, donc à la fin des 14 cours ou des 14 semaines, quelles sont les 3 choses là, que j'aimerais beaucoup, beaucoup qu'ils retiennent du cours? Le reste, ça sera du bonus. Mais quelles sont les choses fondamentales que si je veux là, qu'ils fonctionnent bien dans le domaine, que amener une valeur ajoutée, ça, c'est ce que je veux qu'ils retiennent. Ça devenait un peu ma ligne directrice. Parce que on peut facilement tomber un peu dans le piège de à bâtir des PowerPoint avec 40 diapositives. Et là, pendant 3 heures, les étudiants prennent des notes. Après ça, ben, on évalue à travers un examen. Puis, dans ces situations-là, c'est pas garanti nécessairement que l'étudiant va avoir vraiment intégré ce qu'on veut qu'il intègre. Puis, encore là, parce qu'il y a des étudiants qui ont des styles d'apprentissage différents, certains vont trouver ce type de cours-là assez difficile. Donc, on veut essayer, puis c'est votre avantage à vous. Puis moi, je vais faire une parenthèse, là, les étudiants, ils adorent ça, avoir des professeurs contractuels, parce que vous êtes dans le domaine. Vous les avez, les anecdotes. Vous les avez, les histoires, les études de cas et tout ça. Fait que utilisez-le, ça. Parce que c'est important que l'étudiant voit le lien entre votre cours et le domaine. Pourquoi que votre cours est important? Puis moi, je dis souvent aux profs, expliquez aux étudiants pourquoi votre cours est le plus important du programme. Chaque professeur devrait en fait croire à quelque part que son cours est le plus important. Donc, puis même partager à l'étudiant qu'est-ce que vous voulez qu'il retienne de votre cours par la fin. Quand vous allez présenter le plan de cours dès le premier cours, c'est important. C'est important de le présenter, le plan de cours, mais aussi de présenter soit les résultats d'apprentissage de cours ou les compétences. Parce qu'en fait, ce que vous êtes en train de dire à l'étudiant, c'est à la fin du cours, là, voici ce que vous allez être capable de faire. Ça, ben, ça ajoute de la direction à vos cours. Les étudiants savent où ils s'en vont. L'autre chose, c'est que ça permet aussi de, peut-être à la semaine 7 ou 8, de ressortir le plan de cours puis dire, moi je faisais ça dans le temps qu'il y avait des plans de cours papier, je disais, OK, sortez votre plan de cours, sortez votre surligneur, et là on va surligner ce qu'on a déjà fait. Donc, d'être capable de dire à l'étudiant, regardez là, présentement, vous êtes capable de faire ça, 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 il nous reste seulement ça. Fait que ça, c'est très motivant aussi. Au niveau des évaluations, les résultats d'apprentissage ou les compétences et les indicateurs de performance vous indiquent ce que vous devez évaluer. Puis c'est important de se poser la question, est-ce que je mesure la bonne chose et au bon niveau? Fait que ce que je veux dire par là, c'est est-ce que dans mon résultat d'apprentissage, c'est indiqué, par exemple, intervenir auprès de la clientèle avec courtoisie et politesse, disons. Bon. Et si je mesure ça avec un examen, c'est très difficile de savoir est-ce que la personne est capable maintenant d'intervenir avec courtoisie et politesse. Par contre, si je l'évalue en situation de travail ou en jeu de rôle, ou peut-être même avec une capsule vidéo, je suis peut-être plus capable d'évaluer s'il est capable de le faire. C'est un petit peu la même chose que, disons, que vous enseignez dans un programme qui est un programme au métier, en plomberie. Ben, j'irai pas évaluer si l'étudiant est capable, par exemple, de changer une toilette par un examen. Je vais probablement l'évaluer en train de le faire pour voir s'il est capable de le faire. Fait que ça, c'est pas évident, les évaluations. Moi, je dirais que c'est la partie de l'enseignement qui est le plus difficile parce que c'est important de figurer est-ce que je mesure la bonne chose et est-ce que je le mesure au bon niveau. Puis des évaluations, mais naturellement, on a tendance souvent à dire, ben, on va l'évaluer par examen, mais c'est peut-être pas la bonne évaluation. Puis encore là, vous n'êtes pas tout seul.
Donc, disons que vous vous dites, je suis pas sûre que mon évaluation, j'ai un projet, j'ai telle idée, mais pas sûr que ça évalue ce que c'est supposé de faire. Venez à une université, venez en jaser avec des professeurs. On a des coordonnateurs en développement des apprentissages aussi, qui sont des experts. En fait, c'est comme des conseillers pédagogiques qui peuvent vous appuyer, qui peuvent vous conseiller. Donc, n'hésitez pas. Mais ça, au niveau des évaluations, c'est quand même assez important là, de figurer comment on évalue. Au niveau de la livraison, euh, moi, je vais vous dire, quand un professeur vient me dire qu'il y a, par exemple, beaucoup d'absences en salle de classe, puis qu'il ne sait pas trop quoi faire. Souvent, le réflexe d'un professeur, moi, j'ai eu ce réflexe-là aussi, de dire, bon, ben, pour éviter qu'il y ait des absences, je ne vais pas mettre mes notes de cours sur Reciter et je vais peut-être donner des quiz surprises. Comme ça, ils ne sauront jamais quand est-ce qu'ils vont avoir un quiz. Ou j'en donne à tous les cours, qui ne vaut pas beaucoup, mais j'en donne à tous les cours, juste pour m'assurer qu'ils soient là. Et moi, je vous partage que d'après moi, c'est pas une super bonne stratégie pédagogique. Vous voulez pas, en fait, piéger vos étudiants à être en salle de classe. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Premièrement, les étudiants qui sont dans vos cours ne sont pas nécessairement, arrivent pas nécessairement vides, c'est-à-dire à zéro. Certains ont peut-être travaillé dans le domaine. Il y en a d'autres qui ont peut-être fait un autre diplôme qui est semblable ou en fait qu'il y a des apprentissages qui sont transférables. Il y en a d'autres qui ont des expériences de vie. Donc, quand ils arrivent en salle de classe, il y en a qui ont déjà des acquis. Et moi, je pense que c'est une bonne pratique de responsabiliser les étudiants à se dire, ben, qu'est-ce que tu as besoin de venir chercher au cours pour pouvoir réussir les évaluations, en fait, pour pouvoir, à la fin du cours, avoir tous les acquis. Mais un étudiant, par exemple, qui juge que peut-être tel cours ou tel cours, il y a assez des notes de cours, ben c'est correct, parce qu'en fait, l'enseignant devrait enseigner plus aux gens qui ont de la difficulté et non pas nécessairement aux gens qui fonctionnent bien, qui est capable d'avancer pas mal en auto-apprentissage. Ça sert à rien de développer des stratégies pour forcer ces étudiants-là à venir en salle de classe. C'est mieux de se concentrer justement sur ceux qui ont besoin d'appui, de coaching additionnel. Ceci dit, moi, je vous dis, votre cours, si vous voulez que les étudiants viennent à votre cours, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée à venir à votre cours. Fait que quand un professeur me dit, je ne sais pas si je devrais mettre les notes de cours dans un cité, bien, les notes de cours ne devraient pas être votre cours. Ça devrait être probablement des notes qui sont en support à des activités que vous avez peut-être faites en salle de classe. Mais si vous passez dans votre cours des PowerPoint, 50 diapositives, puis que ça, c'est votre cours, puis que vous mettez vos diapos ensuite dans un cité, bien, c'est sûr que les étudiants ne viendront pas à votre cours. S'ils sont capables de passer l'évaluation sans venir à votre cours, ils ne viendront pas à votre cours. Ils vont mettre leur énergie dans un cours qui ont peut-être plus de difficultés. Donc, puis l'autre chose, c'est que probablement que si un étudiant réussit vos évaluations sans être présent au cours, ça se peut que vous n'évaluez pas la bonne chose au bon niveau. Donc, peut-être que vous évaluez vraiment seulement au niveau des connaissances, mais pas nécessairement de l'application ou de l'évaluation. Donc, ça, c'est des petites questions à se poser là, quand on s'aperçoit qu'il y a peut-être des étudiants qui ne viennent pas en classe. S'ils réussissent bien, on a eu des pratiques dans le passé où on avait des étudiants, par exemple, qui avaient 75 à la fin du cours, mais parce qu'il avait manqué plus que 20 des cours, on leur donnait un échec. Ça, c'est pas vraiment logique. S'il a passé le cours, c'est parce qu'il y a les acquis. Donc, la question à se poser, c'est est-ce qu'il y avait un problème avec les évaluations ou si, en effet, il y a les acquis. Là, je vous dis tout ça, puis là, vous avez probablement préparé votre premier cours, peut-être votre deuxième, votre troisième, puis là, vous vous dites, oh non, j'ai 50 diapos, puis là, il vient juste de dire qu'il ne faut pas passer 50 diapos, puis tout ça. En fait, moi, je vous dis, on y va tranquillement. Donc là, je vais vous suggérer certaines choses, puis peut-être que ça va être une question d'intégrer une activité à un moment donné dans la session
Allez expérimenter si ça fonctionne bien, mais commencez pas à tout changer là, ce que vous aviez planifié de faire. Là, présentement, c'est pour ça que je vous dis, c'est amorçons une réflexion, c'est que je vous suggère certaines choses juste pour prendre un peu de recul. Mais mon objectif ce soir, c'est pas que vous soyez déstabilisés, vous dites, oh non, j'ai tout planifié dans la mauvaise direction. Au contraire, gardez ce que vous avez planifié, tout ça. Puis des fois, c'est juste une question de bonifier avec quelque chose, de poser, demander une suggestion à un collègue, ou même, comme je vous dis, à Innovacité, si vous avez besoin d'idées, d'activités, ben nous, on est là. Il y a aussi des plateformes qui sont vraiment intéressantes, comme par exemple Kahoot, que peut-être certains d'entre vous avez déjà utilisé ou que vous en avez entendu parler. Kahoot, c'est une plateforme numérique qui permet de faire des sondages avec les étudiants, puis qui font en sorte qu'ils utilisent leur téléphone pour voter. Fait que c'est vraiment très facile. Si à un moment donné, vous avez un petit 15 minutes avant ou après un cours, venez à Innovacité, on va vous montrer ça. Et ça, c'est le genre de choses qui peut vraiment changer un peu la dynamique de votre classe. Encore là, on ne l'utilise pas à tous les cours, mais à un moment donné, si on se dit, ouf, j'ai l'impression que le niveau d'énergie est un petit peu bas, je vais planifier un Kahoot pour la semaine prochaine. Il y en a qui utilisent des Kahoot aussi pour faire des révisions. Ici, vous allez voir au niveau de la livraison la règle 20-20-20. La règle 20-20-20, en fait, c'est une règle toute simple, mais qui est très flexible. Donc, ce que ça dit, c'est, disons, dans 1 heure de cours. Puis, en fait, en vérité, on a 50 minutes parce que c'est important de respecter les pauses. Des fois, si vous enseignez un cours de 3 heures, les étudiants, ils vont vous demander, oh, est-ce qu'on peut finir, tu sais, pas prendre de pause puis finir après 2h30. Vous pouvez l'essayer, mais moi, je vais vous garantir que des étudiants, après 2h30, là, même après 1h30, leur attention est très diminuée. Donc, la règle de 20-20-10, si on veut, indique que vous faites 20 minutes de théorie. Fait que votre PowerPoint, vous pouvez présenter. Vous pouvez présenter du contenu, vous pouvez présenter des capsules. Donc, tout ce qui est plus théorique, où ils vont prendre des notes, où est-ce que vous allez expliquer des concepts, par exemple, vous faites ça pendant 20 minutes. Ensuite, vous trouvez une activité qui va mettre en pratique ce que vous venez juste d'enseigner. Fait que si c'est un cours plus de mathématiques ou de français, ça, souvent, cette partie-là est plus facile parce que là, après ça, on peut faire des rédactions ou faire des résolutions de problèmes, tout ça. Des fois, quand c'est des cours comme de la psychologie, là, ça devient un petit peu plus difficile. Fait que là, dans ces cas-là, c'est peut-être un sujet de discussion que vous allez leur demander de partager. En petit groupe, ça va peut-être être une étude de cas qui vont pouvoir travailler dessus puis ressortir les éléments que vous avez présentés dans le premier 20 minutes. Une fois que l'activité est complétée, ben là, pour le dernier 10 minutes, vous répondez à des questions, vous voyez si tout a été bien compris. Et après ça, vous continuez la prochaine heure avec le 20-20-10. Un autre 20 minutes de théorie, une activité, puis ensuite on fait un retour. C'est sûr que vous ne réussirez pas à passer 50 PowerPoint, mais moi, je vous dis, il y a un danger à essayer de passer du contenu. Parce que si vous tombez un peu dans ce piège-là de dire, bon, ben là, il faut que ça accélère en classe parce que j'ai vraiment toute cette théorie-là à donner. Si vous ne permettez pas aux étudiants de faire des activités pour intégrer, ils vont l'oublier de toute façon. Donc, des fois, c'est peut-être plus pertinent de donner moins de notes en salle de classe. Puis c'est là que vous pouvez bonifier avec mettre des notes peut-être plus complètes dans Cité. Et ensuite, vérifier l'intégration. Il y en a des personnes, des fois, qui disent, est-ce que je mets les notes dans Cité avant le cours, après le cours? J'ai l'impression que si je les mets avant le cours, il ne viendra pas au cours. Encore une fois, si votre cours, il est basé seulement sur les notes que vous mettez dans Cité, c'est sûr qu'ils ne viendront pas. Mais si vous avez une valeur ajoutée, si vous faites des activités, là, ils vont venir. Puis, il y a des étudiants qui aiment ça, imprimer leurs notes avant le cours pour pouvoir écrire. Chaque étudiant a des techniques différentes, ont des habitudes. Il y en a qui ne regarderont jamais vos notes de cours, mais il y en a qui vont vouloir les imprimer pour être prêts pour prendre des notes. Donc, souvent, c'est une bonne idée de les partager avant le cours pour permettre à ceux qui veulent les consulter en avance de pouvoir le faire.
La gestion de classe, l'engagement et la motivation va vraiment dépendre sur les activités que vous allez faire en salle de classe. Souvent, les téléphones cellulaires est quelque chose qui est posé comme question. Donc, comment on fait pour gérer les téléphones cellulaires? Ben, en fait, c'est pas isolé à les étudiants sur le téléphone cellulaire, ni à une génération quelconque. La prochaine fois que vous êtes dans votre milieu de travail, puis vous allez à une réunion du personnel, regardez combien ça prend de temps avant que les gens commencent à sortir leur téléphone pour vérifier leur courriel. Puis souvent, on fait ça quand on ne se sent plus engagé, quand on est moins intéressé. Donc, plus vous engagez les étudiants, plus vous les gardez intéressés, moins ils vont utiliser leur appareil téléphonique ou leurs appareils électriques. L'autre chose, c'est qu'un étudiant qui texte en salle de classe, s'il réussit bien, ça veut dire que les textes n'ont pas un impact sur son apprentissage. Probablement que ça n'a pas un impact sur l'apprentissage de la personne à côté non plus, parce que c'est faux que ça dérange quelqu'un quand une personne texte à côté. Il y a juste à changer de place. Maintenant, en tant que prof, ça peut nous déranger. Ça, c'est correct de le mentionner aux étudiants. Je préfère que vous ne textiez pas. Attendez à la pause parce que moi, ça me distrait. Et ça, c'est bien correct de mettre des règles comme ça. Par contre, si vous dites aux étudiants, je ne veux pas que vous textiez parce que ça va avoir un impact sur votre apprentissage, ça, vous ne pouvez pas en être sûr. Donc, il faut faire attention des fois comment on le présente. Mais c'est sûr que si votre cours, il est engageant, ils vont peut-être avoir moins tendance à utiliser le téléphone. L'autre chose, c'est que moi, je me dis un principe de base en enseignement, d'après moi, c'est que les étudiants devraient travailler beaucoup plus fort que vous. Et donc, on a tendance des fois à faire beaucoup de recherches. Donc, on se dit, OK, le prochain cours est sur tel sujet, je vais vérifier dans Google, je vais regarder quelles informations, je vais sortir les informations pertinentes, je vais faire mon PowerPoint et là, je vais être prêt pour mon prochain cours. Mais tout ce processus-là, il n'y a aucune raison pourquoi ça ne peut pas être les étudiants qui font. Moi, je partage un exemple que moi, j'ai fait dans mon cours d'éthique. Avant, ce que je faisais, c'est que je devais présenter, par exemple, les valeurs du Service correctionnel du Canada et donner des exemples pratiques de situations où un agent correctionnel, par exemple, aurait ou est-ce qu'il y aurait eu un non-respect de la valeur. Fait que là, moi, je préparais tout mon PowerPoint, je trouvais des études de cas, je regardais dans les journaux, je faisais des recherches Google, et là, je leur présentais tout ça. Et là, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi c'est moi qui fais ce travail-là? Parce que c'est en fait très aidant au niveau de l'apprentissage de faire des recherches, d'aller chercher l'information. Donc, à un moment donné, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'il y a 5 valeurs au Service correctionnel du Canada. Donc, j'ai divisé ma classe en 5 équipes. Je leur ai donné chacun une valeur et là, je leur ai donné 1 heure pour aller chercher la définition, faire une recherche sur Internet pour trouver des situations où il y a eu des bris de respect des différentes valeurs et de préparer un PowerPoint de 3 diapositives qui étaient pour présenter aux étudiants. Et c'est sûr que les étudiants, ceux qui ont travaillé sur la valeur comme telle qui était assignée à leur équipe, ont retenu beaucoup plus que si c'était moi qui l'avais présenté, mais probablement qu'ils ont retenu aussi beaucoup plus parce que c'était leurs collègues qui l'avaient présenté. Puis des fois, on a peur de faire ça parce qu'on se dit « Ah oui, mais là, j'ai pas le contrôle sur qu'est-ce qui va être présenté. » Mais essayez-le quand même. Encore là, vous ne faites pas ça à tous les cours, mais essayez-le, puis vous allez être souvent très, très surpris par la qualité de l'information qu'ils vont trouver, parce que souvent, ils sont quand même assez habiles pour faire des recherches dans Google et tout. Encore une fois, vous n'êtes pas seul dans les décisions. Ça, c'est important. Un étudiant vient vous dire qu'il ne pourra pas être à l'examen parce qu'il s'en va en voyage. Probablement que c'est une bonne idée de contacter le coordonnateur, juste pour voir, y a-t-il une pratique au niveau du programme? C'est-tu dans les directives pédagogiques? C'est-tu un étudiant qui, en fait, part en voyage à toutes les sessions quand c'est pas la semaine de relâche? Donc, vous n'êtes pas seul à prendre des décisions, donc vous pouvez consulter. Moi, un des meilleurs conseils que je peux vous donner ce soir, en fait, c'est ne répondez. Dans des situations là, où si vous n'êtes pas sûr, répondez jamais tout de suite à un étudiant. Allez vérifier. Dites-lui,
c'est bon, je te reviens. Là, s'il vous presse pour une décision, ben là, vous vous dites, bon, ben, OK, mais je te dis que tu peux pas le faire, puis tu vas avoir 0. Il va vous laisser le temps d'aller vérifier. Donc, vous pouvez vraiment là, dire à l'étudiant, je te reviens, aller consulter les ressources appropriées, puis revenir avec une décision qui va être une décision souvent de programme, puis pas seulement sur vos épaules. Puis, encore là, je vous invite à venir jaser avec les gens d'Innovacité, là, si vous avez la chance. C'est sûr, cette semaine, la semaine prochaine, mais je vous décourage pas à venir, là. Venez, vous allez voir, il y a pas mal de monde, mais on est quand même assez bon là, pour essayer de répondre aux questions puis d'avoir des conversations. Fait que ça nous fait plaisir de vous voir, là. Donc, je vais juste vérifier s'il y a des questions. Oh, okay. Donc là, ça va être la partie ECT. Je vais arrêter. Donc, s'il y en a dans vous autres qui est très confortable avec ECT, c'est beau, vous pouvez... Okay, donc, je vais partager mon micro. Et je vais aller ici. On va rentrer. Donc, pour rentrer dans ECT, donc, ECT, premièrement, la première chose que je vais vous dire, c'est ECT, c'est notre système de gestion des apprentissages. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, un système de gestion d'apprentissage? Puis, si vous enseignez aussi à l'Université d'Ottawa, vous allez reconnaître la plateforme. C'est en fait, la plateforme s'appelle Brightspace. C'est le nom, D2L est le nom de la compagnie, Brightspace est le nom de la plateforme, et nous, à la Cité, on a donné un nom maison qui est ECT. Fait que vous allez reconnaître, c'est la même plateforme qu'à l'Université d'Ottawa. Alors, un système de gestion des apprentissages, c'est en fait un endroit où on peut mettre de l'information pour les étudiants, où on peut mettre les résultats d'évaluation dans les carnets de notes. Il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est une plateforme extrêmement puissante. Là, ce soir, je vais vraiment vous donner un aperçu et surtout vous redonner là, le petit lien où vous pouvez aller chercher des capsules ou venir à Innovacité pour, si vous voulez, en apprendre davantage sur différentes fonctionnalités. Donc, pour accéder à ECT, vous allez dans les applications ECT. Donc, si vous avez fait les modules en ligne LAPHO, vous êtes rentré déjà dans ECT parce que vous les avez trouvés ici. Là, il y a une distinction à faire. Quand vous rentrez dans ECT, vous êtes dans votre page d'accueil. Vous n'êtes pas dans un cours encore. Fait que des fois, on cherche les fonctionnalités, puis là, on n'est pas trop sûr. Surtout si vous enseignez qu'un cours, on a des fois l'impression quand on clique ECT qu'on va rentrer dans le cours, mais non, vous êtes dans votre page d'accueil. Ici, besoin d'aide, Innovacité. Si vous cliquez directement ici, de votre page d'accueil, vous allez voir où ça vous amène. Ça nous amène à cette petite page-là avec les différentes capsules là, pour vous aider en auto d'apprentissage et naturellement le clavardage. Fait que ça vous permet en fait de aller voir les capsules. Puis là, si vous avez encore des questions, vous pouvez même les poser là, quand le clavardage est ouvert. Donc, je reviens ici. La première chose, ceux qui ont déjà enseigné à la Cité, vous allez voir que le look a changé un petit peu, mais inquiétez-vous pas. C'est vraiment une modernisation de la plateforme, mais les fonctionnalités sont exactement les mêmes. Donc, ils ont juste, nous autres, notre plateforme, là, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un petit facelift, là, puis c'était vraiment important de faire une mise à jour à partir de ça. Donc, voilà. Pour trouver votre cours, vous allez ici. Donc, si vous avez seulement quelques cours, vous n'aurez pas recherché un cours. Vous avez recherché un cours seulement quand vous avez plus que, je pense, une dizaine de cours. Sinon, ils vont tous apparaître ici. La façon de les placer pour que votre cours apparaisse en premier, c'est de, par exemple, de cliquer. Fait que là, ici, si je les désélectionne, vous allez voir que là, les cours ont changé un petit peu dans l'ordre. Mais là, si je reviens, puis je dis, bon, ben moi, mon cours, un monde de travail, c'est le cours que je veux qu'il apparaisse en premier. Il va apparaître là. Fait que ça, c'est une bonne façon. Vous ne serez plus obligé de venir ici et vous allez pouvoir directement cliquer sur la tuile.
Par contre, si vous en avez beaucoup, disons que ça fait plusieurs sessions que vous enseignez, ben là, vous pouvez simplement mettre automne 2018, faire une recherche. Moi, il n'y aura rien parce que j'en sais pas, mais c'est une façon là, qui apparaisse pour que vous puissiez mettre la petite épingle là, pour pouvoir les retrouver facilement. Donc, une fois que vous êtes ici, vous pouvez cliquer sur soit la tuile ou le nom du cours pour entrer dans le cours. Première chose, je vous invite ici, c'est que si ici la bannière, disons, vous dites, ah, moi, ma bannière, il me semble que ça ne représente pas vraiment mon cours, j'aimerais ça trouver quelque chose de plus pertinent. On peut cliquer ici, les trois petites lignes, modifier l'image, puis trouver une image en faisant une petite recherche. Fait que disons que j'enseigne un cours de comptabilité. Là, je choisis tout le temps le mauvais sujet. Oui, exactement. Donc, on va ici dire photographie. Donc, j'enseigne un cours de photographie. Je clique ici. Là, je vais avoir des images en lien avec la photographie. Je peux en choisir un. Donc, je peux dire, ah, ben finalement, moi, c'est cette image-là que j'aimerais. Et là, ça va changer l'image. Fait que c'est aussi simple que ça. Puis, c'est le fun parce que ça personnalise et l'étudiant va facilement, là, quand lui va rentrer, il voit aussi les différentes tuiles avec l'image. Fait que souvent, ça lui permet aussi de repérer les cours plus facilement. Quand vous rentrez dans le cours, vous avez ici un outil nouvelle. Ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est un outil de communication avec les étudiants qui permet de mettre une nouvelle que tous les étudiants vont voir une fois qu'ils vont rentrer dans votre cours. Et c'est assez simple. Donc, si je clique ici, j'ai nouvel article de nouvelle. Alors, je pourrais dire bienvenue à votre cours. Je peux mettre un petit message. Je suis votre professeur pour l'automne. Contente de vous rencontrer cette semaine. Bon, bref, je peux mettre tant d'informations que je veux. Je peux aussi rendre disponible à une certaine date. Disons que vous avez le temps là de l'écrire, mais vous ne voulez pas nécessairement que les étudiants le voient avant vendredi. Vous pouvez mettre une date de début, mettre une date de fin. Vous pouvez inclure aussi un fichier et la partie que moi je trouve super cool, vous pouvez enregistrer du son. Donc, vous pourriez faire une petite capsule d'1 minute, puis pas seulement que vous avez souhaité la bienvenue à vos étudiants, mais là, ils vont cliquer sur le petit lien, puis ils vont entendre votre voix qui le fait de vous. Une fois qu'on a tout mis l'information, on fait publier. Et là, quand on rentre dans l'accueil du cours, bienvenue à votre cours. Fait que les étudiants, quand ils rentrent dans le cours, vont voir cette petite nouvelle-là. Deuxième chose, de votre page d'accueil, il est possible, en cliquant ici, d'afficher votre cours en qualité d'étudiant. C'est-à-dire, des fois, les étudiants, ils vont dire je vois pas le document ou le PowerPoint n'est pas visible, tout ça. Puis là, vous voulez voir comment ça se fait qu'ils ne le voient pas. Puis là, tantôt, je vais vous expliquer 9 raisons sur 10 pourquoi ils ne le voient pas, c'est parce qu'il n'a pas été publié. Mais ça vous permet quand même, en faisant afficher en qualité d'étudiant, de voir le cours comme si vous étiez un étudiant. Maintenant, important, si vous voulez commencer à travailler dans le cours, de revenir en tant que vous-même. Fait qu'on fait X ici, parce que sinon, là, vous ne pourrez pas modifier les choses dans le cours. Fait que ça, c'est une erreur souvent que les professeurs font. On regarde le cours comme étudiant, puis après ça, on oublie, puis là, on ne trouve plus comment mettre du contenu, c'est parce que vous êtes encore un étudiant. Première fonctionnalité hyper importante, liste des participants. Quand vous cliquez là-dessus, c'est là que vous allez voir la liste de vos étudiants. Et vous allez aussi pouvoir communiquer avec vos étudiants. Fait que disons que je veux envoyer un courriel ici à l'étudiant 12. Je peux cliquer directement et lui envoyer un courriel. Puis c'est vraiment un courriel régulier, comme on aurait dans n'importe quelle autre application de courriel. Si je veux sélectionner à plus qu'un étudiant, je peux les sélectionner ou je pourrais sélectionner tous les étudiants et par courriel. Quand vous faites tous les étudiants, assurez-vous de vous enlever vous, parce que vous êtes dans la liste aussi pour que les étudiants puissent avoir accès à vous envoyer des courriels.
Ils peuvent s'envoyer des courriels aussi à travers Recité. Là, vous allez voir ici que quand vous sélectionnez tout le monde, il n'y a personne en destinataire, tout le monde est en copie masquée. Puis une des raisons pourquoi tout le monde est en copie masquée, c'est parce qu'on ne veut pas que les étudiants voient à qui d'autre on l'a envoyé. Fait que disons que vous avez sélectionné 5 étudiants qui ont échoué votre examen et vous voulez les inviter à venir vous voir ou à consulter une ressource additionnelle. Bien, vous ne voulez pas nécessairement que chaque étudiant voit qui d'autre a échoué l'examen. Donc, en faisant comme ça, les étudiants reçoivent le courriel, mais ne voient pas à qui d'autre que vous l'avez envoyé. Hyper important de communiquer avec les étudiants seulement à travers ici les courriels. Vous pouvez toujours paramétrer, si ici je fais, en fait c'est ici, réglage du compte, je pourrais dire, ben moi j'aimerais qu'une copie du courriel qui est envoyé soit envoyée à mon courriel de la cité, par exemple. Je pourrais faire ça. Donc ça vous permet, si vous ne rentrez pas dans la cité à tous les jours, de vraiment voir là, si les étudiants vous ont envoyé un courriel. Par contre, quand c'est le temps de répondre, on revient ici et on répond dans un cité. On ne répond pas de notre courriel Outlook ou notre courriel personnel. Puis en fait, si vous voulez consulter si vous avez reçu des courriels, c'est ici en cliquant la petite enveloppe. Vous faites courriel et là, vous allez voir les courriels que vous avez reçus. Vous allez voir aussi les courriels que vous avez envoyés. Donc, ça, c'est pour la liste des participants. Donc, important là, pour la communication avec les étudiants. On demande aux professeurs contractuels, à tous les professeurs, en fait, d'essayer de communiquer avec les étudiants dans un délai de 24 à 48 heures s'ils vous envoient un courriel. Donc, c'est peut-être important de rentrer au moins, parce que même dans votre page d'accueil, si je retourne dans ma page d'accueil, vous allez voir ici si vous avez eu des courriels. Et vous allez avoir une petite notification comme quoi vous avez des courriels et vous rentrez ici. Et ça vous amène au courriel. Vous n'êtes même pas obligé de rentrer dans le cours. L'autre chose, c'est qu'il y a une belle petite ligne ici qui est vraiment fatigante. Fait que des fois, on se dit, voyons, je ne vois pas mes courriels, je ne suis pas capable de voir. Vous pouvez naviguer en haut, mais vous pouvez aussi descendre cette boîte-là. Dans mon cours, pas comme ici. Fait que ça, c'est pour la liste des participants. Contenu. L'autre question qu'on nous demande souvent, c'est comment je fais pour mettre du contenu pour que les étudiants puissent y avoir accès. Puis contenu, ça peut être autant une capsule vidéo, ça peut être un lien Internet, ça peut être un PowerPoint ou une ressource additionnelle. Donc, quand vous cliquez contenu, vous allez voir qu'il y a déjà de l'information qui est là. Il y a information du cours, ça c'est en brouillon, puis en fait, ça c'est fait ça renseigne le plan de cours. Donc c'est important de ne pas toucher, de ne pas effacer, de supprimer ça, et ni le tableau chronologique. Puis le tableau chronologique d'habitude, parce qu'on a fait plusieurs formations, il est en brouillon. Fait que les étudiants, ce que ça veut dire être en brouillon, ça veut dire que vous avez accès, mais les étudiants ne le voient pas. Et là, ensuite, vous allez voir module 1, module 2. Là, ici, c'est semaine, puis vous pouvez changer module à la semaine. Mais vous allez voir là, les différents modules avec de l'information déjà peuplée dedans parce que ça renseigne le plan de cours. Là, il y a différentes façons que les professeurs organisent leur contenu. Il y en a qui vont directement dans les différents modules. Et là, la navigation, ici, ça vous donne la table des matières. Il faut sélectionner le module pour qu'il apparaisse ici, pour que je puisse naviguer dedans puis ajouter du contenu. Vous allez voir des fois que vous allez dire, ah, ben moi, je vais ajouter quelque chose dans semaine 3, mais voyons, je le vois pas. C'est parce qu'il faut vraiment que vous cliquiez sur semaine 3 pour pouvoir l'ajouter. Okay? Il y a d'autres personnes, puis là, ça, encore, vous pouvez venir à Innovacité si vous voulez être conseillé. D'autres personnes qui se disent, OK, moi, le tableau chronologique, c'est bien beau, il est brouillon, tout ça, il renseigne le plan de cours, j'y touche pas. Mais à la place, je vais créer, par exemple, un module qui s'appelle Notes de cours, qui apparaît ici. Puis en passant, si vous voulez changer le titre de votre
module. Disons, vous dites note de cours, puis après ça, vous dites, oh non, je veux que ça s'appelle ressources additionnelles. Disons, vous pouvez changer le titre facilement ici. Et là, vous pouvez ajouter, soit téléverser un fichier. Donc, je peux aller dans mon poste de travail, téléverser. Et là, si je vais chercher, par exemple, là, je vais aller chercher ici, mon PowerPoint, qui arrive ici. Je fais inclure. Et là, il est là. Là, c'est important de, par défaut, en fait, quand je l'ai mis, il va être publié. Si je veux le mettre en brouillon, je clique, là, je ne sais pas si ça a été vite, là, je clique ici et là, je vais à modifier les éléments et là, je peux le mettre en brouillon. Et je peux ensuite, quand je suis prête à ce que les étudiants le voient, publier. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut toujours vérifier. Vous allez voir là, si les modules, c'est marqué brouillon ou si les modules sont publiés. Parce que, advenant que mes notes de cours, c'est brouillon. Donc, je me suis dit, OK, là, cette semaine, il n'y a pas de notes de cours. Je vais toutes mettre mes notes de cours dedans. Je vais mettre les notes de cours brouillon. Puis, éventuellement, je vais le publier. Même si, pour un bon départ, ici, il est publié, parce que note de cours est en brouillon, l'étudiant ne le verra pas. C'est un petit peu comme si j'ai barré ma porte d'en avant, mais ma porte de chambre, elle est ouverte. Même si ma porte de chambre est ouverte, si ma porte d'en avant, elle est barrée, il n'y aura pas d'accès. Donc, c'est toujours important de se dire, OK, si j'ai mis des notes de cours puis je veux que les étudiants le voient, je clique notes de cours et là, je peux changer puis dire, OK, je veux que le module soit publié. Et là, tout ce qui est à l'intérieur, l'étudiant va le voir, à l'exception de ce qui est en brouillon. On peut aussi ajouter un fichier vidéo-audio, on peut créer un document HTML, on peut ajouter un lien hyper facilement. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez inclure là, au niveau du contenu. Ici, plan de cours, vous allez voir, quand vous allez naviguer, une fois que le plan de cours a été produit, et probablement qu'il a été produit, là, parce que là, la session a déjà commencé, fait que les étudiants ont accès. Vous allez voir un module qui s'appelle plan de cours. Quand vous allez cliquer dessus, là, moi, c'est un court test, fait que j'en ai pas, mais quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir le plan de cours puis le tableau chronologique qui va apparaître. C'est comme PDF, et c'est ça que les étudiants voient. Fait que ça, c'est pour ajouter du contenu. Je sais que je vais rapidement, mais les capsules vont pouvoir vous aider. Puis comme je vous dis, là, nous, on peut vous aider aussi à distance ou en présentiel. Évaluation. Dans l'évaluation, je veux vous montrer le carnet de notes. Donc, le carnet de notes, c'est l'endroit où vous pouvez indiquer les différentes évaluations. Donc, ici, si je clique « Gérer la note d'évaluation », vous devriez déjà avoir la liste des différentes évaluations dans votre cours. Parce que ça leur enseigné, c'est ça qui a renseigné la partie évaluation du plan de cours. Donc, probablement que les évaluations sont déjà là. Si vous voulez faire des changements aux évaluations, il faut consulter le coordonnateur de programme. Parce qu'à partir du moment que le plan de cours a été créé, ben là, c'est comme un contrat qu'on a avec l'étudiant. Donc, faites attention pour ne pas trop changer les choses sans consulter là, le coordonnateur. Une fois qu'on a toutes nos évaluations en place, et là, vous voyez ici, ça va me dire que c'est sur 130 parce que j'ai probablement une évaluation là, de trop. Fait que ça va nous dire s'il y a quelque chose là, qui ne fonctionne pas bien. Pardon. Ici, c'est un carnet de notes test, fait qu'on l'utilise beaucoup, là, fait qu'il y a toutes sortes d'informations. Vous allez voir ici à la fin, il y a deux colonnes, notes calculées et notes ajustées. Notes ajustées, on l'utilise seulement à la mi-session et on l'utilise à la fin de la session. Vous allez voir que cette colonne-là, elle n'est pas mise à jour. Ce n'est pas une colonne vivante. Donc, des fois, les professeurs, ils vont dire, voyons, il me semble quand je calcule le total, ça ne donne pas ça. Non, ça ne donnera pas ça. Parce qu'en fait, la note qui est ici, c'est une note statique qui a été importée par la note calculée. Donc, la note calculée, par exemple, ça ici, ça, c'est une note vivante. Fait que ça donne où les étudiants sont rendus là, à tout moment de la session. Et
C'est important de savoir aussi que les étudiants ne voient pas cette colonne-là. Elle est masquée. À la mi-session, là, je ne vous montrerai pas comment parce qu'on va avoir des clips et on a de l'accompagnement pour ça. On vous demande de transférer vos notes ici accumulées à date dans note finale ajustée. Là, les étudiants, dans leur portail, vont pouvoir voir où ils sont rendus au niveau de leurs évaluations. La même chose à la note finale, vous allez transférer et ensuite importer les notes, exporter vers Scorpa. Pour rentrer une note d'évaluation, c'est tout simple que de cliquer sur l'évaluation, attribuer la note à tous. C'est un petit peu lent. Et là, on peut rentrer la note. Une à une, donc, on va rentrer sur 15. Et là, je fais enregistrer, oui. Je peux même mettre un commentaire ici. Vous voyez, je pourrais là, mettre un commentaire si je voulais ajouter une petite note. C'était probablement pas une bonne... OK, on va faire fermer. Parfait. On va fermer. Et là, ça nous ramène ici. Vous allez voir ici aussi deux colonnes. Engagement 1, engagement 2. Fait qu'on demande à tous les professeurs, autant contractuels que temps plein, à la semaine 3 et à la semaine 6, de rentrer des indicateurs d'engagement. Donc, c'est quoi des indicateurs d'engagement? En fait, des indicateurs d'engagement, c'est votre observation qualitative. Fait que souvent, ce qu'on fait à la mi-session, c'est qu'on donne une note mi-session. Donc, on dit, OK, on a eu tant d'évaluations, voici combien tu as à date. Mais on a aussi, en tant que professeur, fait des observations plus qualitatives, c'est-à-dire qu'on a remarqué certains comportements des étudiants qui nous portent à croire peut-être qu'il y a une baisse de motivation, peut-être qu'il y a un désengagement. Des fois, on se dit, peut-être que l'étudiant ne restera pas, peut-être qu'il va décrocher. Puis, en fait, ces observations-là, jusqu'à ce qu'on ait eu savoir, on ne les communiquait pas aux étudiants. On les gardait un peu pour nous. Des fois, on en parlait à un étudiant ou deux après la classe, mais systématiquement, on ne partageait pas cette observation qualitative-là avec l'étudiant. Savoir, c'est pour pouvoir la partager, cette rétroaction-là. Donc, à la semaine 3, puis là, vous allez voir, vous allez recevoir un courriel vous invitant à le faire. On va vous envoyer un clip sur comment et aussi à Innovacité, on peut vous montrer comment. Puis littéralement, là, ça prend même pas 5 minutes. Vous passez à Innovacité après votre cours, on fait vos indicateurs, ça va vous prendre, je vous promets, 5 minutes à faire. Alors, les indicateurs, en fait, c'est basé sur feu vert, feu jaune, feu rouge. Donc, feu vert, en fait, ce que ça dit, c'est tout est beau. C'est satisfaisant. Je veux dire, en fait, moi, en tant que prof, j'ai rien remarqué à date. Jaune, il y a des comportements qui m'amènent peut-être à m'inquiéter un petit peu sur l'engagement. Puis rouge, c'est vraiment, il y a des gestes répétés qui font en sorte que la personne est peut-être à risque de ne pas réussir sa session. Là, vous allez peut-être me dire, à semaine 3, je ne connais même pas le nom de mes étudiants. C'est difficile pour moi de me prononcer là-dessus. Bien, je vous dirais que probablement, à moins d'avoir une cohorte très, très problématique, tous vos étudiants vont probablement être verts. Mais les rouges et les jaunes, vous allez les avoir remarqués. C'est-à-dire que l'étudiant qui, à la semaine 3, ça fait 3 semaines qu'il est en retard, ou sur 3 semaines, il a manqué 2 semaines, ou il n'a toujours pas son livre ou son matériel de laboratoire, ça va vous amener à vous poser des questions peut-être, puis à vous dire, peut-être que je vais partager avec lui que ses retards sont peut-être à surveiller. Excellent! Ça, on l'a mis là parce qu'il y avait des professeurs qui voulaient reconnaître les étudiants que dès le début ont un grand potentiel de leadership, donc de pouvoir donner une mention excellente. Ce qui est intéressant par rapport à cette rétroaction-là, c'est que souvent, on donne la rétroaction à des étudiants quand ça va mal ou quand on est inquiet. Pardon. On donne rarement de la rétroaction à un étudiant quand tout va bien. Fait qu'avec savoir, ça nous permet aussi de dire à un étudiant, sais-tu quoi? Tout va bien à date, j'ai rien remarqué qui me porte à croire qu'il y a peut-être des difficultés.
Là, et là, ensuite, ben, on sélectionne. Et il y a en fait une façon très, très facile. On sélectionne tout le monde, saisir la note. Puis encore là, vous allez recevoir de la documentation. Comme je vous ai dit, probablement que la majorité de vos étudiants sont satisfaisants. Et là, vous pouvez juste changer, disons, étudiant 22, qui lui, il est arrivé en retard 3 fois sur 3, donc j'aimerais bien. Et là, vous pouvez y ajouter même une rétroaction. Là, c'est important que si vous écrivez une rétroaction, que vous n'écrivez pas n'arrive plus en retard. Il y a déjà l'indicateur qui lui dit de ne pas arriver en retard. Mais peut-être que vous voulez juste mentionner que quand il est là, vous appréciez sa participation. Donc, des fois, on veut mettre un petit commentaire là, additionnel. Le commentaire, vous mettez ici, l'étudiant va le voir. Si vous voulez juste vous mettre une note pour vous, l'étudiant ne le voit pas ici. Et on refait ce processus-là. Là, je vais juste terminer le page. Et on refait le processus à la semaine 6 aussi, pour permettre à un étudiant, par exemple, de se réajuster. La raison pourquoi c'est important que vous rentrez vos indicateurs, c'est que ça donne un tout en fait. Fait que le coordonnateur de programme va pouvoir voir qu'un étudiant sur 6 cours, par exemple, a 3 jaunes. Ça veut dire que peut-être qu'il a besoin de le rencontrer. Peut-être qu'il a besoin de le mettre en lien avec des différentes ressources à l'intérieur de la cité. Donc, ça permet d'avoir un portrait global de l'étudiant, puis de pouvoir intervenir en conséquence. Si vous n'entrez pas vos indicateurs, ben là, il manque un morceau d'information. Donc, c'est quand même assez important de rentrer vos indicateurs. Deux autres petites choses au niveau de cité que je vais en profiter pour vous montrer, mais encore là, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec le cité. C'est pigeonnier. Le pigeonnier, c'est en fait un endroit où vous pouvez ramasser les travaux. Donc, à la place de demander à des étudiants, par exemple, de vous les envoyer par courriel ou même de vous les amener en salle de classe, vous pouvez, puis là, je ne vous montrerai pas comment, mais juste pour que vous sachiez que ça existe, créer des cases de pigeonnier où est-ce que l'étudiant va pouvoir juste cliquer sur le pigeonnier en quelconque, le pigeonnier pertinent, et déposer, téléverser son travail. Ensuite, vous pouvez même écrire de la rétroaction directement et vous pouvez même donner de la rétroaction additive. Soit dit en passant, les étudiants souvent ne vont pas lire les commentaires que vous allez mettre sur un travail, mais si vous lui faites une rétroaction additive, il va probablement l'écouter. Ça, c'est une bonne façon de gérer là, la remise des travaux parce que là, c'est à un endroit, vous ne vous retrouvez pas avec, ben oui, je te l'ai envoyé par courriel, mais quel courriel tu as utilisé? Puis là, peut-être que c'est allé dans la mauvaise boîte courriel, quoi que ce soit. Là, ici, vous avez exactement la date et l'heure à laquelle il a téléversé son travail. Et ensuite, vous y avez accès, vous pouvez même l'imprimer si vous voulez. Dernière chose que je vous montre, les présences, vous pouvez garder des présences. Là, il y en a qui vont dire, mais pourquoi qu'on rentre des présences si finalement, ça n'a pas d'impact sur la réussite? Bien, en fait, c'est vraiment une bonne idée de garder les présences parce qu'un étudiant qui vient vous voir, par exemple, pour vous dire qu'il ne comprend pas pourquoi il ne réussit pas votre cours, bien, peut-être vous pouvez accéder les présences puis lui montrer que bien, peut-être un cours sur 2, il ne se présente pas. Fait que ça peut avoir un impact sur l'apprentissage. Donc, si vous voulez prendre des présences, c'est aussi simple que... Puis là, présentement, vous allez voir présente 14 séances et présence 28 séances, maintenant que les sessions sont sur 14 semaines. Je vous rappelle qu'il y a une semaine de relâche la semaine du 22 octobre. Donc, les étudiants n'ont pas de cours, donc vous n'enseignez pas cette semaine-là. Par contre, c'est le même principe que la semaine de relâche à l'hiver, c'est-à-dire qu'ils reprennent le cours à la semaine 8, suite à la semaine de relâche. S'ils ont des travaux à faire ou à remettre à la semaine 8 ou 9, c'est correct. Ils peuvent la travailler pendant la semaine de relâche. Pour prendre les présences, donc 14 semaines, séances, ce serait par exemple si vous enseignez un cours par semaine, mais disons, des fois, il y a des cours 2 fois 2 heures, mais ça, c'est sur 30 séances. Vous cliquez sur présence, vous cliquez, ça c'est la session 1. Il y a un barème par défaut qui est absent, présent à 1 heure, présent 2 heures, et il y a aussi présent 3 heures. Maintenant, c'est peut-être que vous voulez juste absent ou présent 3 heures, là, et pas nécessairement prendre des présences après chaque heure.
Et la façon, encore là, qu'on prend les présences pour que ça soit rapide, on sélectionne tout le monde, déterminer l'état. Probablement que la majorité de vos étudiants sont présents à tout le cours. On fait enregistrer. Et là, on peut juste dire, ah, lui était absent, lui était absent. Là, lui, il ne s'est jamais présenté, ben, je vais faire aucune, parce qu'en fait, il est peut-être même plus dans le cours. Enregistrer. Et là, ça va garder un log des présences. Je peux le partager aussi. Par défaut, c'est masqué, mais je pourrais, vous voyez, c'est bien, là, je peux fermer. Je pourrais, si je voulais, là, le rendre visible aux étudiants. Fait que ça, c'est pour présence. Fait que ça, c'est une petite orientation ECT, mais encore là, ça vous donne une idée. Avec ECT, vous pouvez aussi faire des forums de discussion. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, là. Puis encore là, ben, souvent ECT, là, c'est une question. Moi, je dis tout le temps, si ce que vous faites présentement fonctionne bien, continuez. Mais des fois, ECT peut permettre de rendre les choses plus efficaces et surtout vous sauver du temps. Et ça, c'est important. Donc, si à un moment donné, vous suspectez qu'il y a peut-être moyen avec ECT de vous aider ou de vous aider peut-être dans un défi ou un objectif que vous avez avec vos étudiants, ben on est plus que content d'explorer les fonctionnalités pour voir comment ça peut venir en aide. Alors, je vais regarder ici. Fait que ça met pas mal fin à la rencontre. Donc, on a parlé du portail, on a parlé un peu de l'approche pédagogique, on a aussi parlé de cité. Dernière chose que je veux vous dire, c'est que vous avez quelque chose en commun avec les étudiants qui vont se retrouver en salle de classe. Vous avez été étudiant aussi. Et souvent, moi, je suggère aux professeurs de penser à un professeur dans votre vie. Ça peut être un professeur de maternelle, primaire, secondaire, mais qui vous a marqué, qui a vraiment eu un impact, soit sur votre apprentissage, ou des fois, il y a des professeurs qu'on rencontre dans notre vie qui ont eu un impact sur nous en tant que citoyens. Pensez à ce que ce professeur-là faisait en sorte que vous aimiez aller à son cours, que vous sentiez que vous appreniez quelque chose. Puis moi, je vous dis, faites du plagiat, imitez ce que ce professeur-là faisait avec vous parce qu'il y a bien des chances que ça fonctionne avec vos étudiants. Comme je vous ai dit, les étudiants veulent que vous partagiez vos situations en salle de classe, votre vécu, et donc n'hésitez pas. Puis pour le reste, le côté pédagogique, bien ça, vous allez l'apprendre comme vous avancez. Puis si vous avez besoin d'être inspiré ou d'idées, n'hésitez pas à nous contacter à Innovacité. Moi, Outlook, vous me retrouvez sous Marie-Nathalie Moreau. Mon poste, c'est le 2048. Et mon bureau, il est à Innovacité, donc au C3020. J'ai un bureau dans le fond, donc je suis jamais bien loin. Venez nous voir, pas seulement si vous avez des questions, vous pouvez venir nous voir aussi juste pour nous dire comment votre session va. Surtout si ça va super bien, on aime ça d'entendre parler. Donc, comme je vous ai dit, je vais mettre l'enregistrement sur Innovacité. Puis, en attendant, bien, je vous souhaite une belle rentrée. Merci beaucoup pour votre participation. Puis, on se recroise très bientôt. Bye!